Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Violation des droits de l'homme au Mali, quel est le résultat des réponses annoncées par les autorités? 720 cas de violation de droits humains ont été enregistrés au 3e trimestre de l'année 2020 au Mali, selon un rapport des Nations Unies. C'est dans ce contexte que le Mali célèbre ce jeudi 10 décembre 2020 la 12e édition du Symposium national sur le droit de l'homme au Mali. Où en sommes-nous avec la défense des droits de l'homme dans le pays? Quelle explication à la multiplication des violations? Les auteurs sont-ils punis? Les droits des présumés coupables en prison sont-ils aussi respectés? Quelle solution? Nos invités, Salif Fané, chargé de projet à la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, il est au téléphone. Brahima Konaté, chargé des affaires juridiques et judiciaires à l'AMDH, Association malienne de défense des droits de l'homme. Lieutenant Daouda Konaté, secrétaire général de la section syndicale de surveillants des prisons, affiliée à la CMDT. Zoumana Ngui Doumbia, ancien président de la commission des lois à l'Assemblée nationale du Mali. Je suis Imrana Kilo Maïga, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Monsieur Konaté de l'AMDH, quelle est la situation des droits de l'homme au Mali? Merci beaucoup. Je remercie le studio Tamani pour l'occasion qu'il nous a offert ce soir pour parler de la situation des droits de l'homme au Mali. Alors, si vous posez la question, quelle est la situation des droits de l'homme au Mali? La question, elle est tellement vague. Au regard de l'ampleur des violations aujourd'hui, on a du mal à répondre de façon exhaustive. Qu'à cela ne tienne, on va dire en un mot que les droits de l'homme souffrent énormément au Mali. En témoignent les libérations extrajudiciaires, les enquêtes ouvertes annoncées par le procureur du pôle judiciaire spécialisé, qui ne sont pas conduits en notre sens vers un dénouement de la situation à la satisfaction des victimes, et les victimes également des graves violations des droits de l'homme dont la réparation a été autorisée par la condamnation de Aliou Mahaman à la CPI. Toujours ces victimes-là attendent les réparations. Et du coup, ajouter à tout cela l'insécurité grandissante, les attaques à main armée et d'autres violations, j'en passe. Zoumana Ngui, vous êtes ancien président de l'Assemblée, ancien président de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Quelle définition peut-on donner d'abord aux droits de l'homme? Vous savez, avant de répondre à votre question, je me joins à mon prédécesseur pour vous saluer pour cette initiative à l'occasion de la journée commémorative des droits de l'homme et aussi féliciter mes co-débatteurs, mais en même temps remercier nos téléspectateurs et nos auditeurs. Comme j'ai l'habitude de dire, aucune nation ne peut se développer sans le respect des droits de l'homme. Les droits de l'homme, si nous devions le définir, c'est en fait l'essence même de l'individu. Et le substrat de l'individu et la protection et tout ce qui s'ensuit, qui est lié, tout ce qui est lié à l'espèce humaine, c'est ça les droits de l'homme. Et c'est vaste, mais très bien encadré si jamais on rentre dans la constitution de la République du Mali. Et cette constitution qui est encore en vigueur, cette constitution définit de façon plus détaillée en tout cas, ce que c'est que les droits de l'homme et les droits de la personne qui sont sacrés et inviolables. Donc, à mon avis, ça va depuis la naissance jusqu'à la mort de l'individu. Donc, la dignité humaine doit être respectée dans son ensemble. Et donc, je pense que c'est tout ce panoplie qu'on peut considérer comme droit de l'homme. D'accord. La dignité humaine, c'est la même définition pour vous au niveau des surveillants des prisons? Tout d'abord, je présente mes excuses aux téléspectateurs et aux auditeurs qui nous écoutent par la qualité de ma voix. Cela est dû à un rhume que je suis en train de suivre il y a un peu très longtemps. J'ai joint ma voix à mes prédécesseurs qui
on salue et félicite votre studio de nous avoir donné cette opportunité à venir s'exprimer, à parler et à s'adresser au peuple malien et au monde entier. Et le droit de l'homme, comme les prédécesseurs l'ont eu à le dire, la Constitution du 25 février est très claire là-dessus, a dégagé en détail tout ce qu'un être humain, de sa naissance jusqu'à sa mort, doit quand même avoir comme droit. Si ces droits ne sont pas respectés, c'est ce qui pousse l'individu à entreprendre certaines actions qui sont orthodoxes avec les règles de la société. Et le droit de l'homme, de façon générale, ça a été un peu défini par le parent Konaté. Nous travaillons dans un milieu fermé qui sont les détentions. Là, il y a une particularité. Il est très important aussi que ces sujets aussi soient sur la table, qu'on en parle, qu'on en discute de façon approfondie pour que les uns et les autres puissent appréhender de la question. Voilà un adage chinois qui le dit, pour reconnaître, pour mesurer les degrés de respect des droits de chaque pays, il faut faire un tour dans ces lieux de détention. Voir comment les êtres humains qui sont entre les 4000, les êtres humains qui sont dans les lieux de détention en attendant leur incarcération, dans quelles conditions ils vivent. Sans cela, on peut apprécier les degrés du respect des droits de chaque pays. Voilà, dans nos maisons d'arrêt, de façon approfondie, j'invite les uns et les autres à y faire un tour. Peut-être que tous ceux qui ont eu la chance de parcourir un peu le Mali, à visiter les maisons d'arrêt, se rendent compte dans quelles conditions les acteurs de ces maisons d'arrêt travaillent, dans quelles conditions ceux qui malheureusement sont entre ces 4000 y sont. Sans cela, ensemble, nous pouvons apprécier les degrés de respect de notre pays, le Mali. Monsieur Fane, peut-on parler du respect des droits de l'homme au Mali? Avant de vous répondre, je dis d'abord merci à Studio Tamani et bonjour à tous les auditeurs et à mes prédécesseurs également. Donc, je pense que, surtout avec tout ce que l'honorable Soumanati a affirmé, donc moi, je me limiterai plus ou moins à ces éléments parce que, comme il l'a dit, les droits de l'homme, c'est l'essence même de l'être humain en tant qu'individu. Donc ces droits naissent avec la naissance, la vitalité même de l'être humain. Donc c'est vrai que dans la constitution malienne, que nous considérons personnellement, ça c'est en tout cas c'est ma vision personnelle, comme l'une des constitutions les plus avancées, ça il faut le reconnaître, consacre plus de 20 articles aux droits fondamentaux de la personne humaine. Donc je pense que les droits de l'homme, je reviens là-dessus, ce sont nos droits inhérents à l'être humain en tant qu'individu. Ce respect est-il une réalité dans le pays? Ah, c'est là la grande question. Vous savez, il est très difficile, honnêtement, de parler du respect des droits de l'homme dans le pays. C'est vrai qu'il y a eu des avancées, nous essayons chaque jour, surtout au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme, d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur les différentes problématiques. Bon, dire que les droits de l'homme sont respectés, je ne sais pas à quelle échelle, je ne pourrais le dire, mais il faut reconnaître quand même qu'il y a beaucoup plus de violations des droits de l'homme que de respect des droits de l'homme. Monsieur Konaté Brahima, quelles sont les entraves liées au respect des droits de l'homme? Les entraves liées au respect des droits de l'homme sont multiples. Le droit à une justice équitable. Si vous regardez un peu, j'ai parlé tantôt de la libération extrajudiciaire des présumés auteurs des violations graves des droits de l'homme. Alors, si on essaie de faire une analyse approfondie de cette pratique-là, c'est comme si les autorités actuelles donnent la prime à l'impunité. Donc, cette façon d'agir vis-à-vis des violations des droits de l'homme constitue pour nous une entrave. Aussi, d'autres manifestations peuvent se rencontrer. Il y a également le non-respect des engagements pris par les différentes parties dans des différentes conventions. Alors, il y a également l'insécurité, comme je l'ai dit tantôt.
le droit d'aller et venir des populations également, tout ceci constitue à notre sens des entraves graves à la liberté, aux droits des personnes à une vie normale, une vie décente qui comprend le droit d'aller et venir, le droit de se mouvoir comme bon lui semble, le droit au respect des engagements que les différentes parties auront à prendre ou ont eu à prendre dans le temps. Donc vous estimez que les autorités contribuent à encourager les crimes? Bon, dire comme ça, c'est trop cru. Mais si on essaye de voir dans la pratique, on a l'impression que on ne veut pas donner corps au respect de l'application des règles en vigueur. Alors, si on ne respecte pas les règles en vigueur, on viole. Et si on viole, on se porte acteur des différentes contraintes que nous connaissons. Zoumana Ity, vous êtes un ancien président de la Commission nationale des droits de l'homme. Est-ce que les autorités elles-mêmes contribuent à l'augmentation des violations des droits de l'homme au Mali? Vous savez, ce n'est pas un problème de texte. Je pense, comme l'a dit M. Fané, nous avons l'une des meilleures constitutions dans le monde qui garantissent en tout cas les droits de l'homme. Et les textes subséquents qui ont été votés permettent en tout cas à ce que les droits de l'homme puissent être respectés. Mais c'est dans la mise en œuvre qu'il y a énormément de problèmes. Dans la mise en œuvre, il y a non seulement un manque de courage politique de nos autorités, mais aussi il y a la pesanteur, il y a des pesanteurs en tout cas au niveau de notre société qui font que aujourd'hui le respect stricto sensu des droits de l'homme devient une difficulté. Mais qu'à cela ne tienne, je pense qu'il y a eu de légères avancées, parce que quand vous prenez aujourd'hui la Commission nationale des droits de l'homme, qui était dans un statut B et qui se trouve aujourd'hui à un certain statut A, mais je dois dire que pour mener à bien sa mission, quand j'étais encore président de la commission des lois, j'ai toujours décrié le fait qu'il y a un budget. C'est-à-dire, quand tu prends même la justice en général, en fait, le budget alloué à la justice ne correspond absolument à rien. Le budget global de la justice ne vaut même pas. Ça fait, quand je quittais l'Assemblée, c'était 0,58% du budget. Et avec ce budget minime-là, et ce qui est accordé, en tout cas, surtout à la CNDH, pour pouvoir parcourir l'ensemble du territoire, vous conviendrez avec moi que c'est très difficile. Et heureusement qu'il y a d'autres organisations de défense des droits de l'homme, comme la MDH et autres, qui, avec les subventions, avec l'aide des partenaires, arrivent en tout cas à faire tant bien que mal ce qu'ils peuvent. Mais je dois dire que pour le respect en tout cas des droits de l'homme, il faut encore beaucoup plus de courage politique. Il faut encore que nos autorités en tout cas puissent prendre à bras le corps pour que le respect en tout cas des droits de l'homme soit une réalité en République du Mali. Sinon, ce n'est pas un problème de texte. Les textes sont bien là et c'est des textes bien établis, bien élaborés qui permettent en tout cas le respect. Mais pourquoi toutes ces difficultés que les hommes n'arrivent pas, les hommes qui ont fait les textes n'arrivent pas à appliquer les textes? Vous avez parlé de pesanteurs sociaux. Bon, vous savez, on peut laisser les droits humains. Quand vous prenez aujourd'hui, ce n'est pas un tabou. L'esclavage en République du Mali, c'est une réalité. Dans certaines zones, en tout cas, dans certaines zones, c'est considéré comme une coutume. Mais en réalité, si vous prenez la constitution malienne, c'est une violation flagrante en tout cas, des droits de ces individus-là. Mais quand les pouvoirs publics n'arrivent pas en tout cas, à faire fléchir ces sociétés-là, donc vous conviendrez avec moi que c'est... peut-être qu'on va dire qu'il y a la pesanteur sociale, le fait que depuis l'Antiquité gréco-romaine, les populations ont vécu comme ça, et que, bon, on pense qu'en voulant changer... Mais je pense que dès le moment où on légifère, on va vers le respect, on doit respecter tous les droits inhérents à la personne humaine. Parce que la Constitution du Mali a dit que la personne humaine est inviolable et sacrée. Donc ce principe
de sacralité de la personne humaine doit être de mise et ça doit être le leitmotiv de nos pouvoirs publics. Mon lieutenant, vous êtes le secrétaire général de la section syndicale des surveillants des prisons. Est-ce que vous, en tant que surveillant des prisons, vous êtes d'abord dans vos droits? Bon, la question est un peu complexe, comme mes berceurs l'ont dit. Dans un premier temps, je voudrais encore faire savoir aux téléspectateurs que je suis d'abord acteur de la gestion des maisons d'arrêt. Cela voudrait dire que c'est à ce niveau maintenant que notre organisation syndicale statue pour défendre nos droits. Vous le savez, aujourd'hui, nous avons déposé un préavis de grève il y a très longtemps, dont la mise en œuvre est prévue pour les 14 de ce mois. Cela voudrait dire que nous revendiquons des choses, qui sont légitimes. Cela voudrait dire quelque part que nos droits sont piétinés. Et surtout que nous ne revendiquons que l'application des dispositions de la loi, qui est même un rappel à l'ordre constitutionnel. Mais si on revendique l'application d'une loi à ce niveau, chacun doit se poser la question, est-ce que réellement les droits de ces personnes-là sont respectés? Donc pour nous, à notre niveau, nous disons que les droits des surveillants des prisons ne sont pas respectés, d'autant plus que nous sommes un corps de force de sécurité, parmi tant d'autres corps de force de sécurité aujourd'hui qui sont en République du Mali. Mais par rapport à l'accomplissement de nos missions, nous avons tous pour mission de joindre nos efforts, de conjuguer nos efforts afin de mettre sur place un système de sécurisation de façon nationale. Donc à ce niveau, chacun de ces corps joue sa partition pour la sécurité nationale. Mais si les traitements sont faits de façon disparate, là ça crée énormément de problèmes. À ce niveau, dans notre loi, la loi numéro 031 du 7 juillet 2016, portant statut des personnels du cadre de la surveillance des services pénitentiaires de l'éducation surveillée, en ses articles 148 et 149, parle de traitement salarial des surveillants des prisons. Donc à ce niveau, notamment l'article 148 dit que les surveillants des prisons ont droit à des décrets relatifs aux primes et aux indemnités qui doivent bénéficier tout en tenant compte de leurs particularités, de leurs spécificités et de la pénibilité de leur mission. Juste depuis 2016, juste là, cet article n'a pas vu jour. Également l'article 149 qui parle de l'indemnité de logement. Aujourd'hui, en République du Mali, il y a un taux fixe pour l'ensemble des forces armées et de sécurité relative à l'indemnité de logement, excepté les surveillants des prisons. Il a fallu que l'année dernière qu'on dépose un préavis de grève pour aller la mise en œuvre de cet article. À ce niveau, il y a une très grande disparité dans le traitement. Le montant que les autres corps bénéficient, nous ne bénéficions que 10% de ces montants. Donc cette année, nous avons demandé à ce que ça soit harmonisé aux autres corps de force de sécurité. Vous avez dit que vos droits sont piétinés, c'est-à-dire que les présumés coupables qui sont également en prison, leurs droits aussi sont piétinés en même temps? Vous piétinez aussi leurs droits? Quand quelqu'un n'est pas dans ses droits, si vous lui dites de respecter les droits d'autres, là, ça pose énormément de problèmes. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons quand même nourri une autre philosophie. Nous avons parcouru la Constitution, nous savons ce qui est dans la Constitution. On ne va jamais atteindre aux droits de ceux qui sont entre nous. Mais dans un prétexte, ce sont des êtres humains. Ce sont nos parents. On était ensemble dans la société avant qu'ils ne soient incarcérés. Après leur incarcération, ils seront encore dans la société. Donc nous, on ne peut pas prétendre de poser des actes allant dans le sens de piétiner leurs droits. Quels sont les droits qui leur sont accordés en prison? On fait le maximum pour quand même respecter leurs droits. Comme l'a si bien dit, la belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Quels sont les droits qui lui sont accordés? Bon, ces droits-là, quand vous parcourez un peu les différentes conventions que le Mali a ratifiées, notamment la Convention des règles de Nelson Mandela, la Convention de Bangkok, la Convention Beijing, et puis la loi portant un régime pénitentiaire à la République du Mali, a dégagé un certain nombre de droits qui doivent être respectés par rapport aux personnes détenues. Mais comme je l'ai dit, il y a une adage aussi qui l'a dit, pour pouvoir prétendre quand même à connaître la réalité d'une nation, il faut passer voir leurs lieux de détention. Donc aujourd'hui au Mali, tous ceux qui ont eu la chance de passer dans les maisons d'arrêt se rendent compte que dans quelles conditions ces détenus-là sont incarcérés, à fortiori de ceux qui sont en vie liberté. Monsieur Fani, quels sont les droits les plus violés au Mali? En réalité, il est très difficile de faire une classification par rapport aux droits, à une catégorisation des droits violés. Mais avant, je voulais, si vous permettez, apporter un petit rectificatif. Et par rapport à ce que l'honorable Zoumananti venait de dire concernant le statut A de la CNDH, c'est vrai que nous évoluons beaucoup et nous avons même fait un atelier de simulation pour accéder au statut A. Mais à présent, on ne l'a pas encore obtenu. Mais on espère que, soit ce n'est pas en début de cette année, en tout cas l'année prochaine,
on va accéder au statut A avec les efforts des uns et des autres, surtout notamment un de nos partenaires stratégiques avec vous, Studio Tamani, il s'agit du FAMOC, le Fonds d'appui au moteur du changement. Nous œuvrons beaucoup dans ce sens. Donc nous sommes toujours au statut B, mais nous sommes en train de remplir les conditions, presque toutes les conditions, pour pouvoir déposer notre dossier à l'acquisition du statut A. Et c'est ce qui nous a amené à faire l'atelier de simulation il y a juste quelques mois et qui a été une véritable réussite, il faut le dire. Au-delà de ça, il est très difficile, comme je l'ai dit, de procéder à une classification des droits violés. Moi, je pense que tous les droits se valent. Donc, pour moi, que ce soit un droit social ou bien un droit lié à l'intégrité de la personne, pour moi, le droit, c'est le droit. Vous voyez, même pour ce qui est des maisons d'arrêt, des personnes incarcérées, c'est-à-dire les individus privés de leur liberté, c'est là où le bas blesse beaucoup plus. Bien sûr, au-delà des assassinats et du conflit actuel au niveau du nord et du centre. Mais aujourd'hui, c'est une grande préoccupation pour nous en ce qui concerne les droits des personnes privées de leur liberté. Je crois que le syndicaliste doit le savoir. Parce que quand vous faites un tour dans les maisons d'arrêt, franchement, vous avez envie de pleurer. Quand vous voyez les gens, comment ils sont entassés, il n'y a pas de séparation des quartiers dans certaines maisons d'arrêt. Non, c'est indescriptible, ça il faut le dire, c'est indescriptible. Quelles sont selon vous les couches les plus touchées, au niveau, notamment dans les centres et le nord du Mali? Je crois que c'est toujours les populations civiles. Généralement, c'est chaque fois qu'il y a une crise, une crise sécuritaire, c'est toujours les populations civiles, notamment les femmes et les enfants. Ce sont ces différentes couches-là qui sont les plus touchées par ces différents événements. D'accord. Nous allons écouter la réaction des Maliens par rapport au respect des droits de l'homme au Mali. Quand je prends par exemple l'exemple d'un pays comme la France ou aux États-Unis, quand on est interpellé par la police, dès qu'on commence l'interrogatoire, quand l'intéressé sait qu'il a des difficultés, il dit je demande un avocat, et automatiquement on arrête, il est assisté par un avocat, soit son avocat ou un avocat commis de bus. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas chez nous. Quand on vient à la police, c'est que les policiers disent qu'on tient compte de ça, quoi. En réalité, le citoyen, à la limite, il parle, mais souvent on est sans défense, quoi. On est à la merci du bon vouloir du policier. Je pense que sur ce plan, les organisations comme l'AMDH ou encore la CNDH ou encore même Amnesty doivent fournir, à mon avis, davantage d'efforts. La question des droits de l'homme au Mali, on peut même dire que c'est utopique dans la mesure où et les autorités et les citoyens pris de façon individuelle n'ont pas cette perception du respect des droits de l'homme. Je prends l'exemple des enfants talibés, par exemple, qu'on voit en longueur de journée au bord des grandes artères. Personne ne se soucie. Personne ne pense à un mécanisme comment sortir de ces situations. La question des droits de l'homme est utopique. Personne ne se soucie. Est-ce le cas, l'AMDH? Non, je ne crois pas. C'est vrai, face à l'ampleur des violations des droits, on a tendance à dire que personne ne se soucie. Les gens travaillent tous les jours. Tous les jours, les gens travaillent dans la mesure du possible pour sortir ou pour faire respecter un tant soit peu les droits des gens. Est-ce que l'exemple pris sur la France est on ne peut pas comparer le Mali à la France, mais ce qui est sûr, de par la loi, on sait que l'assistance d'un avocat est permise dès l'enquête préliminaire. Maintenant, si les gens ne le savent pas, ça c'est autre chose. Les gens aussi doivent se faire le devoir de s'informer, de se former. L'enquête préliminaire est autorisée. Ce n'est pas le droit aussi de la MDH c'est ce que j'ai dit. On fait des informations par rapport aux droits de l'homme. Les informations sont données. Mais vous savez, les mauvaises pratiques. Par quel canal? Par quel canal? Il y a des sessions de renforcement des capacités, il y a des campagnes de sensibilisation que nous menons. Et on ne manque pas une occasion pour dire aux gens quels sont vos droits. Jamais. On le fait en longueur de journée. Mais quelle est la réceptivité des uns et des autres par rapport à tous ces concepts-là, à toutes ces pratiques-là? C'est ça aussi le problème.
Sinon, dire que c'est utopique, on ne peut pas le dire. Même nous, aujourd'hui, ici présents, en train de parler de liberté, c'est une liberté qu'on nous a consacrée. C'est prévu par la Constitution, mais si les autorités n'en voulaient pas, ça allait être autre chose. Donc c'est aussi un droit. Le droit de parler, le droit d'aller et venir, tout ceci sont des droits, mais qui n'étaient pas accordés. Il a fallu des combats pour les obtenir. Maintenant, il faut les reconnaître. Les autorités font ce qu'ils peuvent. C'est pas assez. C'est pas assez. Voilà. Sinon, aujourd'hui, si vous regardez la question de l'école, la formation, la question de l'école, l'encadrement des enfants, c'est un problème. Mais est-ce à dire qu'il n'y a pas d'école? Il y a des écoles qui sont construites partout. Maintenant, l'application d'autres droits, le droit à la grève, le droit je ne sais pas quoi, tout ceci font entrave à la mise en œuvre de ces droits-là. Il y a trop de problèmes, mon cher. Selon un rapport de la MINUSMA, 96 exécutions sommaires ou arbitraires et 252 meurtres ont été enregistrés au troisième trimestre de 2020 dans le pays. Qu'est-ce que cela explique pour vous? Tout ça, ça dénote de manque de protection des civils. En fait, l'insécurité qui est grandissante à tous les niveaux. Alors que l'un des droits aussi de l'individu, c'est d'être protégé. Et le devoir de toute nation, c'est de pouvoir protéger en tout cas ses ressortissants. Et le fait que ce truc-là va grandissant, c'est parce que en fait, il y a problème de protection de la population civile. Et tant qu'il n'y aura pas de protection de la population civile, il y aura toujours la loi de la jungle. Et malheureusement, c'est ce cas que nous voyons aujourd'hui à travers... Qui doit s'occuper de cette protection? Mais c'est bien sûr l'État. L'État a l'obligation de protéger, en tout cas, ses citoyens. Et je pense que c'est... Y a-t-il réellement une volonté politique pour lutter contre ces impunités? Je pense qu'il devrait y avoir une volonté. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas au centre, interpelle tout le monde. Et je pense que les autorités font ce qu'ils peuvent, seulement que la chose a pris une dimension assez grande qu'il faut, en tout cas l'accompagnement, qu'il faut l'implication de tout un chacun. Parce que on parle de droit, mais il y a des devoirs. Est-ce que l'Assemblée nationale n'a pas sa part dans l'aggravation des droits de l'homme au Mali? Non, je ne pense pas. C'est l'Assemblée qui je s'occupe des lois? ne pense pas. À chaque fois qu'il y a eu des violations graves des droits de l'homme, nous avons interpellé le gouvernement. Parce que l'Assemblée aussi a des limites. La Constitution de la République du Mali a donné le pouvoir d'interpellation aux députés. Mais au-delà de ça, il ne peut pas faire autre chose. Mais nous avons toujours dénoncé, à chaque fois que besoin en était, en tout cas, que ça soit... au moment où on était là, il y a eu tellement de sessions, ou bien tellement de plénières qui ont été consacrées à la situation sécuritaire du pays, que je ne connais pas le nombre. Et chaque fois, quand il y a eu les événements de Koulogo et j'en passe, et tout le temps, l'Assemblée a interpellé le gouvernement pour qu'il y ait encore plus de renforcement, en tout cas de la sécurité à ce niveau-là, pour que les couches les plus vulnérables, qui sont les femmes et les enfants, en tout cas, qui constituent l'avenir et le devenir de ce pays-là, puissent être protégés à hauteur de souhait. Mais nous comprenons aussi les limites de l'État, mais qu'à cela ne tienne, encore une fois, les autorités de ce pays sont interpellées par rapport à ce qui se passe, en tout cas, pas seulement parce que le phénomène même d'insécurité quitte aujourd'hui le centre pour attaquer une bonne partie même du sud et de l'ouest. Et là, ça devient dangereux. Parce que même à Bamako, en pleine journée aujourd'hui, les gens sont braqués. Donc, ce qui interpelle en premier lieu, en premier chef, les autorités qui sont en place. Donc, je pense que nous avons tous notre part de responsabilité. Mais je voudrais dire aussi que dans tout ça, ceux qui sont privés de leur liberté, à ce niveau-là, il faut mettre l'accent. J'ai eu la chance, quand j'étais président de la commission de loi, de parcourir beaucoup de lieux d'incarcération, que ce soit au niveau des unités d'enquête, que ce soit au niveau des maisons carcérales. Mais
le constat est très lamentable, le constat est amer. Ceux qui sont là, qui sont chargés en droit de la protection ou bien de l'encadrement, parce qu'on ne va pas en prison pour être mis dans les quatre murs. Il doit avoir un programme de réinsertion. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Absolument rien. Quand vous partez des maisons carcérales qui sont faites pour... Jusqu'à présent, j'ai l'image de Wole Sebou. Quand je suis rentré dans la cellule, j'ai pensé que j'étais dans l'au-delà. Parce que c'est inimaginable ce qui se passe là-bas. Par rapport à des ces personnes crimes-là, entassées et à même le corps nu et tout le monde à l'éventail. Et une cellule qui est faite peut-être pour 20 personnes, mais à ce jour-là, il y avait plus de 200 personnes. Et quand vous prenez le cas de Bamako, c'est encore plus grave. Et je sais, il y a des choses qu'on ne va jamais dire sur la place publique. Je sais les conditions dans lesquelles les surveillants de prison travaillent. Je sais. À votre temps, le gouvernement avait déclaré avoir pris des mesures pour faire face aux crimes commis dans le centre du pays. L'impact de ces mesures est-il remarqué sur le terrain? Vous savez, on ne sent pas. On ne sent pas parce qu'aujourd'hui, pour que les gens puissent arrêter la violation des droits de l'homme, il faudrait qu'ils voient que des gens qui ont eu à faire commettre ces infractions-là sont bien sanctionnés. Mais si on doit faire des libérations extrajudiciaires, je pense que le droit doit être dit d'abord et on doit aller à autre chose. Mais tant que, comme le dit en Bambara, c'est-à-dire que donner le tort à celui qui a commis, sanctionner celui qui a commis l'infraction et mettre en tout cas la victime dans ses droits, ça va être difficile parce que les gens vont penser que, bon, il y a la prime à l'impunité, on peut faire aujourd'hui, demain, on peut se retrouver en tout cas être libéré alors qu'on a commis du tort à des gens. L'ouverture des enquêtes judiciaires annoncées sert à quoi, selon vous, M. Konaté? Bon, l'ouverture des enquêtes judiciaires sert d'abord à analyser de façon très objective les cas exposés sur la table de la justice. Donc les rapports, quand même, ou soit les procès-verbaux qui vont assortir de ces enquêtes-là, qui seront transmis au niveau d'une justification compétente pour voir réellement dans quel contexte la personne puisse quand même être interpellée à travers le code pénal et le code de procédure pénale. Les résultats sont-ils visibles? Bon, ça, je m'aspire à se prononcer sur cette question parce que je jamais travaillé dans ce domaine. Bon, si je me permets de dire que ça a quand même des effets positifs. La MDH, c'est quelque chose par rapport aux enquêtes judiciaires annoncées? On va se fier aux déclarations du procureur qui a dit qu'il a ouvert les enquêtes. Nous suivons toujours, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu écho des cas qui ont été jugés. Peut-être la session dernière, on a dit que 86, si je ne me trompe, 56 cas de violation grave, d'auteurs de violation grave de l'homme feront l'objet des assises. Maintenant, les condamnations qui sont assorties, je n'ai pas écho. Donc, il m'est difficile de sortir vraiment une statistique par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est que les autorités ont annoncé quand même que des enquêtes sont ouvertes. Maintenant, la diligence de ces enquêtes-là... Est-ce que la MDH suit ces enquêtes? Nous faisons ce que nous pouvons. Parce que quand le dossier est à ce niveau, quand la diligence, c'est compliqué. Quand le dossier est à ce niveau... Qu'est-ce qui est compliqué? Quand le dossier est déjà sur la table du juge d'instruction pour des besoins d'enquête, d'instruction, une autre personne extérieure n'a pas accès. L'information ne fuse pas trop. C'est compliqué, ça c'est les règles de la procédure. Donc vos droits aussi sont violés? Non, je ne crois pas. Puisque c'est procédural, on respecte la procédure. En juillet dernier, des poursuites ont été engagées contre les militaires soupçonnés d'être impliqués dans les faits survenus au centre, notamment à Binédaman. Où en est-on avec ces poursuites, M. Fane? Et effectivement, par rapport à ces poursuites, comme vous le savez, nous aussi, quand nous avons interpellé le gouvernement sur la question, effectivement, nous avons été informés que des enquêtes ont été lancées, disons des poursuites ont été lancées, et jusqu'à présent, la procédure est en cours. Donc, on nous a même fait savoir que des mandats d'arrêt ont été lancés
Mais des difficultés persistent en ce qui concerne la conduite quand même des enquêtes et l'exécution des mandats. Souvent, on a avancé la problématique de l'insécurité croissante, mais aussi des restrictions liées à la maladie Covid-19 et surtout de l'absence de forces de défense et de sécurité et l'influence exercée aussi par les extrémistes. Bon, vous voyez, tout ça, c'est des arguments, mais une chose est sûre aussi, comme mon frère de l'AMDH l'a dit, une fois que le juge est saisi, nous n'avons aucun autre pouvoir en la matière. Oui. Donc nous ne pouvons pas nous immixer dans les questions de procédure. Sinon, en ce moment, c'est nous qui allons violer les droits à ce moment. Du début des activités de la CNDH à ce jour, est-ce que des personnes ont pu être dans leurs droits grâce à la commission? Oui, bien sûr. Il y en a beaucoup. Combien on peut estimer? Non, il est très difficile de donner. De 2018, la nouvelle CNDH à aujourd'hui, ça, il faut reconnaître que beaucoup ont été faits. D'abord, déjà, pour l'année 2018, avec le ministre Malik Koulibaly, en 2018, il faut reconnaître que la CNDH a abattu un gros travail par rapport à la protection des personnes humaines, mais aussi à la promotion des droits humains. Ça, il faut reconnaître que nous sommes arrivés à un moment où chaque fois qu'on se présentait, surtout au niveau des lieux de privation de liberté, il nous est arrivé chaque fois, le plus souvent, de faire libérer des personnes qui étaient en dépassement de délai de détention. Même au-delà de ça, même la CNDH est arrivée à extirper certaines personnes des griffes de la sécurité de l'État. Bon, ce sont des choses dont on s'abstient de divulguer et sur la place publique, quoi. Monsieur Doumbia, quelles sont les principales menaces aux droits de l'homme au Mali? Vous savez, les menaces, elles sont multiformes. La menace la plus persistante aujourd'hui, c'est bien sûr l'insécurité qui est grandissante. Et cette insécurité, je pense qu'il faut la circonscrire parce que toutes les grandes violations de droits humains, en tout cas, se trouvent à ce niveau-là. Les questions de terrorisme, les questions même de vente de personnes et d'esclavage sexuel et entre autres de viol. Toutes les grandes infractions, en tout cas les infractions criminelles, se trouvent liées en tout cas à la question d'insécurité. Même les questions de drogue et autres, le trafic de drogue et autres, se trouvent être amplifiés par l'insécurité. Donc je pense que l'un des grands fléaux, en tout cas, l'une des grandes menaces aujourd'hui au respect des droits de l'homme demeure l'insécurité. Alors quelles sont les réponses actuellement mises en œuvre pour ça? Les réponses, je pense qu'aujourd'hui, le tout sécuritaire ne suffit pas. Et je pense qu'il faut la collaboration et des populations et des forces de défense et de sécurité. Et à ce niveau-là, il faut qu'il y ait une confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Donc c'est comme ça qu'on pourra, en tout cas, on pourra relever les défis. Mais au-delà de ça, il faut aller vers un développement des zones, en tout cas des zones les plus démunies. Parce qu'il est facile d'enrôler quelqu'un qui n'a pas 500 francs de revenus mensuels, en tout cas de l'enrôler dans le terrorisme et le miroiter que, bon, en posant une bombe ici, le fait de poser la bombe seulement, vous aurez 300 000 francs, 1 million. Donc il y a tout un arsenal de choses qu'il faut faire. Et sinon que le tout sécuritaire, c'est vrai que la sécurité, les forces de défense et de sécurité doivent être là, doivent être à mesure de pouvoir circonscrire l'ensemble du territoire, mais au-delà de ça, il faut la collaboration de la population qui est énormément importante, parce que les terroristes et autres vivent parmi nous. Ce sont souvent nos parents qu'on ne dénonce pas,
où souvent quand on dénonce, on a peur en tout cas que les forces de défense et de sécurité ne réagissent pas assez rapidement et on risque d'être en tout cas à la risée de ces gens-là. Donc il faut un développement aussi soutenu par rapport à tout ça. Monsieur Konaté, comment assurer une coordination, une mise en cohérence de tous les efforts pour plus d'efficacité des actions initiées? Il faut au préalable une concertation. Nous avons constaté sur le terrain que, surtout nous, les organisations de défense et de promotion des droits de l'homme, nous sommes mis devant les faits à conflit face à certaines situations. Je donne comme pour exemple les libérations extrajudiciaires qui ont été opérées il n'y a pas longtemps. Alors, les autorités actuelles ont procédé à ces libérations sans consulter les organisations de défense des droits de l'homme. Or, parmi ces personnes, il y a des gens qui sont fichés comme étant des auteurs de graves violations des droits de l'homme. Sans consultation en amont, l'État ne fera que multiplier des erreurs. Et c'est des erreurs qui se retournent contre lui. Cela ne profite pas à la sécurité et au respect des droits de l'homme. Ce que je veux dire, s'il y a les consultations, s'il y a des cadres de concertation également qui sont mis en place, ça peut aider beaucoup à circonscrire le nombre de problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Parlons des droits des personnes détenues. Que dit la loi par rapport à ces personnes détenues? Bon, par rapport à ça, comme je l'ai tantôt bien dit, par rapport à ces différentes conventions, il y a également la loi portant un régime pénitentiaire de la République du Mali. Il y a beaucoup de conventions aussi que le Mali a ratifiées. Et comme vous l'avez si bien dit, moi je voudrais même qu'on appesantit un peu d'abord sur les conditions de détention et les conditions de vie et de travail des acteurs de ces différents lieux de détention. Au Mali, comme vous le savez, dans quelles conditions ils sont les prisonniers? Dans un premier temps, il faut même parler d'abord des conditions environnementales. Cela voudrait dire que nos maisons d'arrêt, comment ces maisons d'arrêt-là sont construites? Les maisons d'arrêt ne se construiront pas comme une maison d'habitation. Il y a des normes qu'il faut respecter pour la construction d'une prison. Si ces normes ne sont pas respectées, cela veut dire que ça crée des normes par rapport à la sécurisation même de l'établissement. Alors que si l'établissement n'est pas installé dans un environnement où les acteurs puissent quand même bien sécuriser, ça crée des problèmes d'abord dans la gestion. Au-delà de ça, ces établissements aussi doivent répondre à beaucoup de critères. Comme les gens l'ont dit, il y a l'effectif pléthorique. Il y a l'effectif pléthorique parce que les prisons... Parlons de l'effectif pléthorique. Il y a combien de prisonniers? Aujourd'hui, en République du Mali, je ne me prononce pas sur la question de dire effectivement il y a tel nombre de prisons, mais il n'y a aucune maison d'arrêt en République du Mali qui ne dépasse pas les normes dans son effectif. L'exemple précis est la maison centrale d'arrêt de Bamako qui a été construite en 1951, juste pour recevoir 400, maximum 500 détenus, aujourd'hui qui est au-delà de 2000 détenus. Le surpeuplement n'est-il pas aussi une violation des droits de l'homme? Bon, en quelque sorte, c'est une violation de droits parce que cela aussi est dû souvent à la procédure judiciaire. Et parce que s'il y a plus de prévenus que de condamnés, cela voudrait dire que la procédure judiciaire est un peu lente. Sans cela, souvent, on parle de dépassement des délais. Est-il possible d'éviter ce surpeuplement? Bien sûr que si les acteurs en charge de dossiers quand même accélèrent la procédure, ceux qui doivent être condamnés seront condamnés, ceux qui doivent être libérés. Mais aujourd'hui, les prisons quand même ont des effectifs pléthoriques parce que la procédure judiciaire, nous pensons qu'elle est un peu lente. Quelle est, selon vous, la solution qu'il faut pour éviter tout ceci? Bon, la solution, il a un peu évoqué la solution. Pour nous, c'est simple. La loi dit toute personne doit être jugée dans un délai raisonnable. Ça, c'est la loi. Et aussi, il y a la médiation pénale qui n'est pas souvent mise en œuvre par les parquets. Du coup, et si envoyer les gens en prison est devenu le principe pour les magistrats. Il faudrait que la liberté soit le principe et la détention l'exception. Ce n'est que par cette philosophie-là qu'on peut arriver vraiment à désengorger les... Malheureusement, nous n'avons plus le temps. Ainsi prend fin ce débat. Nos invités étaient Salif Fane, chargé de projet à la HNDH, Commission nationale des droits de l'homme, Brahima Konaté, chargé des affaires juridiques et judiciaires à l'AMIDH, lieutenant Daouda Konaté, secrétaire général de la section syndicale des surveillants de prison affiliée à la CMDT, Zoumana Ingi Doumbia, ancien président de la commission de loi à l'Assemblée nationale, à la présentation Imrana Kilomaïga, à la coordination Mohamedou Atouré, régie vidéo Salim Adjouara, mise en onde Seydou Dao. Merci, à demain pour un autre débat.
Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba.